Salut, c'est Clémentine de l'Imerté. Avant de lancer l'épisode, j'ai un message pour vous. Si vous êtes une maman fatiguée, qui ne porte plus que sa casquette de maman et qui rêve d'avoir du vrai temps pour elle, pour dormir, pour bien manger en n'ayant rien à préparer, pour se faire masser, pour se promener en forêt, pour échanger avec d'autres femmes sans avoir un enfant dans les pattes, pour avoir du temps pour respirer et pour bouger, j'ai une bonne nouvelle. Réservez votre 14, 15 et 16 mars 2025 et rejoignez-moi pour le Mama Break. Le Mama Break, c'est un week-end dédié aux mères qui veulent se reconnecter à la femme qu'elles sont. Un week-end dans une maison de campagne magnifique, à 2 heures de Lyon, en pleine nature. Un week-end déconnexion pendant lequel vous allez être bichonnés. Pour toutes les infos, rendez-vous sur ma page Insta clem-doula. Je vous remets le lien dans le descriptif de l'épisode. Et pour toute inscription avant le 15 janvier, vous bénéficiez d'un tarif réduit. On me souffle que c'est le cadeau de Noël idéal. Allez, je vous dis à très vite et bonne écoute. Bienvenue sur le podcast L'Imerté. Je suis Clémentine et je vous partage des histoires ordinaires de femmes extra. Ces dernières années, j'ai écouté de nombreuses heures de podcasts sur la maternité. Mais j'ai rarement entendu la voix de mères qui me ressemblent. Ces mères que je croise à la crèche, avec un autre enfant dans les bras, qui font les courses entre 2 réunions, qui ont toujours une to-do list en tête et qui prennent leur douche la porte ouverte. La liberté, c'est la liberté d'être mère comme on l'entend, parfois un peu bancale, en équilibre entre ce qu'on voudrait faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait vraiment, entre ce que dit la théorie, ce que suggère l'entourage et ce qui nous correspond profondément. Plongez avec moi dans ces histoires de liberté, des histoires un peu ordinaires de femmes extra qui sont mères du mieux qu'elles peuvent. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez entendre Charlotte raconter son parcours PMA. Ce que j'aime dans cet épisode, c'est que, bien sûr, elle nous partage les faits, comment se passe un parcours PMA, et dans son cas, comment ça se passe de vivre presque 4 ans de parcours PMA. Mais surtout, elle partage ce qu'on ne voit pas, ce qui n'est jamais dit. Elle partage l'émotionnel, le psychologique, les réactions de l'entourage et les maladresses qui peuvent subvenir. Charlotte partage aussi la réalité de l'arrivée de sa fille, le chamboulement que ça a provoqué pour elle et la difficulté parfois d'asseoir son rôle de mère pour son entourage. Le son de l'épisode n'est pas très bon, j'en suis désolée, mais vraiment, l'épisode vaut le coup d'être écouté. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Charlotte, merci d'être là aujourd'hui, en ce dimanche. J'enregistre pas souvent le week-end, mais parfois on fait des exceptions. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui, et aujourd'hui on va parler d'un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé encore dans ce podcast, puisqu'on va parler en particulier de PMA. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter ? Donc, je m'appelle Charlotte, j'ai 38 ans, j'habite près d'Angers, sur les bords de Loire. Je suis en couple avec mon premier amour que j'ai retrouvé quand j'avais 30 ans. Je suis maman d'une petite fille d'Ison qui a tout juste 10 mois il y a quelques jours. Et nous avons également notre petite princesse Pipa, notre petit chat qui partage notre vie depuis 5 ans. Votre premier enfant finalement. Tout à fait. Comment ça s'est passé entre la manière dont tu avais imaginé que tu deviendrais mère et comment ça s'est passé en réalité ? Alors du coup, pas du tout ce dont j'avais imaginé. Moi, je pensais qu'à partir du moment où on disait allez, on est tous les deux prêts, je pensais que ça allait prendre un petit peu de temps pour se mettre en place, mais ça allait se faire assez rapidement. Et nous, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Nous, ça a pris plus de 3 ans et demi. À partir de nous, on s'est dit quand j'ai commencé à y penser, j'avais pas encore 35 ans. Je m'étais dit que c'était le moment, on avait acheté une maison, on était en train de la rénover tous les deux, voilà. Et finalement, ça a pris plus de temps que prévu. Je sais pas par où commencer en fait. Puis en fait, c'est hyper loin maintenant. Enfin, j'ai l'impression que c'est hyper loin, alors qu'en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, on était dans ce parcours de PMA. En fait, pendant 1 an, on a essayé un peu naturellement
de faire les choses. Et puis au final, au bout d'un an, on s'est dit, mince, peut-être qu'on a besoin d'aide. Donc on va aller consulter, du coup, dans un premier temps, ma gynécologue. Ma gynécologue, la première avec qui j'ai été suivie sur Angers, était pas du tout au fait tous les parcours des suivis dans sa salle d'attente, pour par exemple, elle faisait la promotion du lifting des parties intimes ou de la décoration de ces parties-là. Donc en fait, elle n'était pas du tout dans le délire de la PMA. Ah oui, d'accord, c'était pas la même gynéco, c'était pas la gynéco dont t'avais besoin, quoi. Non, 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 non. Et du coup, elle me regardait et quand je lui disais, ça fait un an qu'on essaye, elle levait les yeux au ciel, un peu genre, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, quoi. Ah ouais. Donc je me suis dit très vite que c'était pas, elle était pas à l'écoute. Mm. Et du coup, j'ai discuté avec une collègue. Je sais pas pourquoi j'en ai discuté avec elle, mais enfin, toujours est-il que j'ai trouvé qu'elle était aussi, avait eu ses 2 enfants avec un parcours PMA. Et elle m'a dit, moi, j'ai une gynécologue qui est trop chouette. Il faut que tu l'appelles. Et du coup, la nana, je l'appelle et elle me dit, oh non, on est surbooké. Enfin, on a tellement de demandes, je peux pas vous prendre. Et là, j'avoue, je me suis un peu effondrée au téléphone en disant, mais en fait, il faut faire quelque chose, parce que j'ai une gynécologue pour l'instant qui me parle de lifting et de lifting et de décoloration. Enfin, c'est pas du tout en phase. Et du coup, elle m'a dit, bon, bah écoutez, exceptionnellement, venez me voir, c'était en plein mois d'août, venez me voir, on en discute. Et du coup, on est parti dans la batterie d'examens. Je sais qu'il y a plein de fois où les gens m'ont demandé, mais qu'est-ce qui est le plus dur dans la PMA? Et c'est le côté intrusif. Le côté, on fait des tests, on désacralise complètement l'intimité. Euh, le pire qu'on a vécu, c'est le test de survie ou le test post-coital, horrible, où on te dit, oui, il faudrait que vous ayez une relation intime avec votre conjoint entre 20h et minuit, pour qu'à 8h le lendemain matin, on regarde s'il y a des survivants en spermatozoïdes, quoi. Mm. L'enfer. C'est bien, c'est vraiment un bon tue l'amour, ça. Voilà, c'est ça. Et avant tout ça, avant de faire les tests de survie, on nous a quand même dit, bon, comptez pas, mais ça serait bien de le faire, d'avoir des relations intimes entre le 10e et le 15e jour, ou je sais Mm. plus trop. Bon. Voilà, mais comptez pas Non, surtout. non, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que c'est quand tu vas voir une gynéco pour ces questions de fertilité? Donc il y a des examens qui sont faits chez la femme, il y a aussi des examens qui sont faits chez l'homme. Est-ce que c'est la gynéco qui fait aussi les examens chez l'homme? Du coup, elle voulait absolument nous voir tous les deux pour nous expliquer ce qui nous attendait. Elle m'a expliqué, moi, les différents examens que j'allais avoir, du moins intrusif au plus intrusif. Et elle a expliqué, du coup, à mon conjoint, ce qu'il allait avoir. Et donc, lui, il a des thermogrammes, les termes exacts, je sais plus trop, mais ouais, il y a pas mal de choses à faire. Et là, elle l'envoie dans un laboratoire. Ok. Et c'est pas, c'est du coup, lui, c'est un peu de façon crue, et il fait sa petite affaire dans un tube, et voilà, et il regarde si tout se passe bien, tout se passe bien. Lui, c'est pareil, ultra tue l'amour. C'est clair. Des salles suraseptisées, toutes blanches, avec un pauvre fauteuil en sky, et puis, voilà, débrouille-toi avec ton imagination. Amusez-vous. Cadeau. Voilà. Ok, donc vous faites ces tests, les résultats, ils arrivent combien de temps après? Ils arrivent pas très longtemps après. Les premiers tests, du coup, c'était vraiment, en gros, pour l'instant, pas de souci, pas de souci. Moi, la première chose qu'ils regardaient, s'il y avait des anomalies au niveau de ma cavité utérine, si j'avais une bonne réserve ovarienne, voilà. Donc elle m'a dit, vous avez plein d'œufs, donc il n'y a pas de problème. Et puis de mon conjoint, il y avait ce qu'il fallait, ils étaient mobiles et tout ça. Donc de premier abord, pas de soucis apparents. Du coup, après, on est parti dans un examen qui est pas rigolo non plus. Je me suis souvenu du terme juste avant, l'hystérosalpingographie. Mm. Donc celle-ci, elle est sport parce que
parce que si mes souvenirs sont bons, on injecte un produit de contraste pour voir si les trompes sont perméables ou pas. Ça déclenche des crampes de règles assez atroces. Puis voilà. Et puis du coup, moi en plus, ils se sont pris à plusieurs fois parce que ils savaient pas se servir de l'appareil qui prenait les photos entre guillemets. Donc c'était un peu l'enfer. Mais bon, celles qui m'entouraient, elles étaient très très patientes, enfin, elles m'ont dorloté, donc ça a été. Mais La majorité des femmes qui le vivent disent que c'est quand même extrêmement douloureux. Et puis, comme tu disais avant, ouais. hyper intrusif, quoi. On va littéralement voir dans tes trompes si c'est bouché ou pas. Donc, Oui, et puis du coup, nous, à la suite de cet examen, toujours, enfin, rien d'apparent en termes de problèmes mécaniques ou physiques, je sais pas trop comment le décrire, mais en tout cas, pour l'instant, ils ont rien trouvé. Et du coup, la gynécologue commençait à nous parler de fertilité idiopathique. C'est fertilité idiopathique. Le nom qui me fait sourire maintenant, mais je trouve tellement idiopathique. Bon, ouais. Et qui veut tout et rien dire. Et du coup, je sais que la gynécologue avait commencé à nous parler de un peu de thérapie conjugale, enfin de suivi psychologique à ce moment-là, en nous disant que déjà, avec tout ce qui nous arrivait et tous ces tests ultra intrusifs, et pour pas se perdre, ce serait peut-être pas mal d'aller voir quelqu'un qu'elle nous conseillait. Alors moi, j'étais un peu, c'est vrai que mon conjoint avait déjà eu des thérapies et tout ça, donc lui, il n'était pas du tout fermé à l'idée. Moi, au début, je me suis dit, mais pourquoi rajouter encore quelqu'un dans nos vies, enfin, pourquoi faire ça? Et puis finalement, ça a été la meilleure idée. Enfin, bon, franchement, pour tous les couples qui sont en parcours PMA, c'est que enfin, on croit on croit qu'on n'en a pas besoin, mais en fait, on en a besoin. vous l'avez fait en Enfin, couple, du coup, ou vous avez fait en séparé? on a commencé à le faire en couple. Enfin, on a fait 2 séances en couple. Du coup, lui voulait nous voir tous les deux. Et finalement, il a commencé à nous dire, bah, en fait, je crois que j'aimerais bien vous voir Ok. séparément. Parce que je pense que vous avez pas des choses à régler, mais des choses à dire et que peut-être que du coup, vous serez peut-être plus libéré à dire individuellement. Donc, c'est ce qu'il nous a proposé et ça nous allait. Comment t'as vécu Et le du fait coup, que bah, la gynéco, en gros, je vais vulgariser, elle t'a dit, il n'y a pas de problème mécanique, c'est dans ta tête, va voir un psy et ça ira mieux. Je me doute qu'elle a pas bah, très dit comme ça, mal. mais il y a un côté où est-ce que quand t'entames ces démarches de tests et tout, je suppose que t'as pas envie qu'il y ait quelque chose qui marche pas, mais d'un autre côté, s'il y a quelque chose mécanique qui marche pas, tu sais pourquoi ça marche pas. Alors que là, finalement, elle vous Ah a oui. dit, bah, je sais pas quoi, tout va bien. Ah bah oui. Comment t'as vécu Ah bah ça? oui, moi, c'est c'était un peu affreux parce que moi, je suis quand même une chimiste. Hein. Oui. Il faut des causes à des effets. Enfin, c'était presque, moi, dans ma tête de scientifique, c'est inconcevable que ça ne marche pas sans cause apparente. Quoi. C'était pas possible ça. Et ça a été long pour du coup me lâcher, enfin, le lâcher prise et puis me sortir de là-dedans. Ça a été super long. C'était le plus déroutant pour Hmm, moi. Euh, et ouais, le plus déroutant pour moi. Ouais. hmm, ok. Du coup, vous commencez cette thérapie. En parallèle, qu'est-ce qui se passe par rapport à la PMA? Est-ce qu'elle vous propose quand même de vous lancer là-dedans ou elle vous dit retournez chez vous et faites ce que vous avez à faire chez vous? Ah non, nous, elle nous a dit, il faut faire une petite thérapie pour discuter de tout ce qui nous arrive. Et puis, elle nous a dit, enfin, pour elle, il fallait commencer quelque chose. Il fallait pas rentrer dans un cercle vicieux on fait quelque chose et de toute façon, ça fonctionnera Hmm, pas. Enfin, elle voulait pas qu'on rentre dans ce système-là. Donc, elle a dit, il faut commencer, il faut qu'on fasse des choses. Donc, elle a commencé avec des inséminations classiques où elle stimule le ovaire et par des injections. Et ensuite, mon conjoint devait faire sa petite affaire. Elle récupérait le top du top dans un petit cathéter et elle le remettait dans ma cavité utérine. pour qu'on se rende compte, comme ça peut être lourd, rien que ça, parce que tu sais, tu dis que c'est voilà, un truc classique et c'est vrai que ça concerne beaucoup de monde, mais je pense que quand on le vit pas, on se rend pas compte. Concrètement, qu'est-ce que ça voulait dire pour vous
de devoir avoir ces interventions? Tu vois, pour toi, de comment t'étais stimulé et je suppose que pareil en termes d'agenda, etc. C'était pas quand vous vouliez que ça se passait cette intervention, quoi. Ah oui, du coup, nous, ça, ça se traduit par des injections. Alors, à partir du troisième jour du cycle, des injections tous les soirs entre 20h et 22h. Comme moi, j'avais une peur bleue des aiguilles, il a fallu qu'une infirmière vienne me piquer. Donc, encore une personne extérieure qui revenait dans notre intimité. Tous les soirs, elle m'injectait des hormones. Et à partir du 10e jour, tous les jours, il fallait une échographie pour voir l'évolution des ovules qui étaient fabriqués. Pour que du coup la gynéco dise ah, bah, le top départ, ça sera demain. Et donc mon conjoint, il fallait qu'il se rende disponible le matin assez tôt, enfin à l'ouverture du laboratoire, pour faire cette petite affaire, pour qu'à midi, je vienne récupérer la crème de la crème, enfin le top du top, désolé pour l'image, et que et qu'elle soit réinjectée à midi. En gros, c'était ultra chronométré et avec bah, des personnes étrangères à notre couple qui soient inclus bah, dans le processus, quoi. Et puis en fait, tu vois, ce qui me vient, c'est qu'il y avait un côté du coup où elle vous a dit il y a une part de psychologie qu'il fallait travailler dessus et tout, et c'est très bien. Et d'un autre côté, on entend souvent dire ça marchera pas tant que vous foutez pas la grappe, vous lâchez pas la grappe. Mais en même temps, quand tu dois te faire une piqûre tous les jours, une échographie plusieurs jours de suite, enfin, tu peux pas te lâcher la grappe en fait. Ah C'est oui, dans ton agenda de tous les jours, quoi. Donc, ah oui. Oui, oui, c'est hyper contradictoire. Hein. Oui, oui. Faut pas y penser, mais en même temps, tous les jours, vous avez quelque chose à faire. Donc, ouais, c'est ça. Ok. ouais. Et donc là, ces interventions-là, vous en avez combien et ça dure combien de temps pour toi les injections? Et ben du coup, moi, bah, du coup, c'est les injections tout le cycle. On en a fait une première qui a pas fonctionné. Donc là, bah, c'est du coup une fois elle réintroduit le top du top. Et ben, on a d'une semaine, on fait une prise de sang pour voir si ça a fonctionné. La première fois, ça n'a pas fonctionné. On s'est dit, bah, c'est la première fois. Fallait qu'on se passe un peu à tout ce cycle, pas qu'on génère de stress à comment on s'organise. Bon, ben voilà, la première fois ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave. Deuxième fois on réessaye, ça fonctionne toujours pas. On se dit bah peut-être que finalement l'infirmière qui vient tous les soirs chez nous dans notre intimité, c'est pas le top du top. Du coup je me dis bah est-ce que comme mon conjoint a pas du tout peur des aiguilles, il est issu d'une famille d'infirmiers donc il a l'habitude, donc je lui ai dit, eh ben moi si tu veux je te pique. Donc il me piquait tous les soirs, donc déjà c'était plus intime, plus sympa. Mais ça a quand même pas fonctionné la troisième fois. Et là la gynéco nous a dit, ça sert à rien de s'acharner en fait, vous allez rentrer dans un cycle encore une fois où tout ce qu'on essaye ne fonctionnera pas. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'elle était assez disponible parce qu'elle a essayé au maximum d'enchaîner. C'est-à-dire que je pense que j'avais même pas un cycle entre deux. En fait, chaque cycle a été stimulé, donc ça a duré 3 mois. Ça a Ok. été assez rapide. Et je pense que c'est, enfin, en tout cas, beaucoup, je pense que c'est une bonne chose qu'on on est très vite passé à autre chose. Ouais. Bon, après, on est passé à plus lourd, encore plus lourd que ce qu'on avait vécu. Ouais, parce que du coup, donc au bout de 3 fois, ça marche pas. Donc elle dit on arrête de s'acharner. C'est quoi Bon. l'option d'après? Et ben du coup, après, l'option, c'est les FIV. Donc, FIV, il y a soit les FIV où on récupère tous les petits œufs qui sont matures et à ce moment-là, on les met en contact avec des spermatozoïdes et on leur laisse faire leur petites affaires. Ou soit on prend les spermatozoïdes et on les intègre mécaniquement, enfin, dans le bulle. Et nous, elle nous a dit de toute façon, étapes, euh, les étapes normales, c'est insémination classique, FIV dit classique, et après FIV XILA, ce que je disais là, où on les aide à la rencontre en fait. Donc Ok. nous, on est parti en FIV classique, c'était l'étape un peu obligatoire de deuxième intention. Et là, c'est encore plus lourd parce que la stimulation pour des inséminations classiques qu'on avait vécues,
on fait x10 en termes d'hormones. Alors, elle savait pas comment j'allais réagir. Bizarrement, moi, je réagissais un peu euphoriquement. Je sais pas pourquoi. J'étais tout euphorique dès que on me gavait d'hormones. Mais il y a des femmes qui sont au bout du rouleau et tout ça, donc heureusement, moi, Ouais, c'était ça. Après, encore une fois, je pense que notre suivi, on été suivi par un kinésio et qui est psychologue. Et je pense que ça nous a aidé, aidé vraiment. Il nous a aidé à tout dédramatiser, à se dire que de toute façon, si on est dans un parcours PMA et si on nous a pris dans un parcours PMA, c'est que ça va arriver. ouais, C'est juste, c'est plus long que prévu. Mais ça va arriver, c'est sûr. On prend pas les gens dans un parcours PMA alors qu'on sait que c'est déjà mort. Enfin, donc bien c'est ce sûr. qui nous a aidé à nous intégrer, quoi. C'était long Hmm, aussi, mais ça allait arriver de toute façon. hmm, Et puis, du coup, les filles, bah oui, du coup, shoot d'hormones plus, plus, plus. Et du coup, physiquement, c'est quand même, même si j'étais euphorique, physiquement, on le sent quand même. Hein. Donc, c'est pas du ventre gonflé, on n'est pas au top quand même. Hein. hmm. Et puis, bah après, c'est CHU. En tout cas, nous, pour nous, ça a été CHU. Et du coup, là, c'est moi, anesthésie générale avec ponction de tous les œufs matures qui peuvent se trouver. Et ensuite, bah, le conjoint qui suit, qui fait sa petite affaire dans une nouvelle salle suraseptisée. Et puis après, du coup, on les met dans une petite étuve en tête, et puis on les laisse faire un truc à faire. Et quand on voit que bah, la rencontre s'est bien faite et que ça s'est développé, et ben ensuite, à nouveau rendez-vous au CHU et réinjection des ovules fécondés. Ok. À ce moment-là, on en injecte toujours un seul. Oui, Ouais, ils ok. préfèrent, ils préfèrent pas risquer des grossesses un peu à risque, enfin, Ouais, ça risque des grossesses jumelaires. ouais, ok. Donc c'est toujours un. Donc ils essayent de trouver pareil celui qui fait le mieux débrouiller dans le soir parce que du coup ils nous en prélevaient. Moi j'avais la chance d'avoir une bonne réserve ovarienne et ils nous en prélevaient entre 10 et 15 à chaque Ok. fois. Après tout le monde, la rencontre se fait pas bien pour tous. Donc à chaque fois il y a un tri de fait et puis bah, après ils choisissent, je sais pas sur quel critère, mais en tout cas, ils en choisissent un et qui réinséminent. Ok. Et quand ils te le réinjectent, t'es à nouveau en anesthésie générale? Non, là, c'est avec au bout d'un petit cathéter qu'ils font passer au travers de la cavité utérine, le col de l'utérus, qui passe et hop, ils leur déposent. Ok. Avec le moins de perturbations possible. Et encore une fois, il faut être dispo au moment où ça se fait. Quoi. Il faut pas, quand ils disent qu'ils vont sortir l'ovule fécondé à midi, je sais pas, mais ça se joue en minutes parce que Ouais, faut pas que ça soit perturbé en termes de température, d'humidité. ouais, Enfin, bien sûr. Ouais, bien sûr. Comment ça se passe niveau boulot? Parce que du coup, parce que t'as eu du coup plein de rendez-vous que tu ne choisis pas le jour et l'heure. bah, pas le choix que de le dire à ma responsable, même si Hmm. t'as pas très envie de dire, bah écoutez, on a un projet bébé et en plus on galère. C'est pas la première personne à qui j'avais envie de le dire, Hmm. mais pas trop le choix parce que bah il fallait bien que je justifie que du jour au lendemain je pouvais être absente et qu'il fallait pas qu'elle me pose de questions en fait. Mais ça va, elle était chouette. Elle a compris. Elle m'a dit, écoute, si tu me dis du jour au lendemain, ben je vais t'attendre parce que entre le moment où les filles, entre le moment où ils prélèvent tes ovules et au moment où ils te les inséminent, t'es arrêté. T'es D'accord. arrêté pour peut-être pas générer de stress, je sais pas trop. T'es arrêté pendant 3 4 jours, le temps Ok. que ça se développe. Il faut avoir cette disponibilité aussi Ouais. professionnelle. Ok. Du coup, du jour au lendemain, des fois, je lui disais, bah écoute, là, dans la fin de semaine, je pense que je vais être arrêtée. Ok. Et ok, je te pose pas de questions. Voilà. Ouais. Même si Ok. elle savait très bien. Mais voilà, mais elle était chouette. J'avoue que sur ce côté-là, tu peux même plaindre, ouais. Ouais. Ok. Donc vous faites une première FIV. Ça donne quoi cette première FIV? Et bah, du coup, KO.
Pareil, du coup, tu attends 10 jours. L'attente entre le moment où l'acte, que ce soit les inséminations ou les films, enfin, sont faites, après, t'as une semaine à attendre, c'est l'enfer. Mm. On te dit, surtout, moins tu penses, mais ça je pense. Mais donc, c'est facile. De toute façon, à partir du moment où on dit de pas y penser, tu penses, c'est obligé. Bah, ne pense pas à un éléphant rose. Oui, bah voilà, tu. Voilà, c'est sûr. Oui. Ouais. Et du coup, bah, à chaque fois, l'attente interminable. Et puis, du coup, première file, bah, du coup, raté. C'est les résultats de prise de sang, à chaque fois, on voit bêta-HCG inférieur à je sais plus quel taux. J'en ai eu, enfin, ouais. Mm. Et ça, c'est un peu le coup de massue à chaque fois. Oui, parce qu'il y a de l'espoir à chaque Et fois, du- vu que tout s'est bien passé mécaniquement. Bah oui, tu te dis, mais c'est pas possible. J'avais, je sais pas combien de fécondés. Ils ont pris le top du top. Pour eux, il n'y avait pas de problème. Puis après, ils leur injectent. T'étais pas stressé. Enfin, t'as essayé de jardiner, t'étais arrêté. Enfin, c'est dans les meilleures conditions Mm. et ça t'attrape à chaque fois. Et en plus, nous, dans notre malheur, alors après, je veux pas cracher sur la profession non plus, hein, mais les biologistes sont quand même vachement dans leur monde. Oublie qu'il y a un peu d'humain derrière. Et nous, on a eu des biologistes du CHU qui nous disaient, bah écoutez, ils nous parlaient avec des jargons qu'on ne comprenait pas. Il a fallu qu'on fasse répéter plusieurs fois. Attendez, j'ai rien compris de ce que vous avez dit. Bah en gros, ça n'a pas fonctionné. Ah, ok, où il y a eu quand il nous parlait des œufs fécondés, il nous disait, j'ai oublié de dire, c'est que il nous fonctionne des œufs, il leur fait rencontrer des spermatozoïdes, ils prennent celui qui pense être le meilleur candidat et ils le réinjectent. Et après, les autres, qui restent candidats quand même, ils les laissent faire leur vie. Et s'ils voient que ça se passe bien, ils les congèlent pour des prochaines filles. Et c'est ça que, en fait, les biologistes nous appelaient en nous parlant avec des jargons incompréhensibles, enfin, qui étaient propres aux biologistes. Finalement, pour nous dire, bah, en fait, on vous en a injecté un, mais tous les autres, ils sont morts. Ah, On waouh. dit ça sur 10 à chaque fois. Et c'est-à-dire qu'on se dit, bah, pour la prochaine fille, s'il y en a, il faut qu'on refasse la totale. Ils se rendent pas compte que derrière le côté, bah, ils sont tous morts. Enfin, en gros, tous les autres potentiels candidats, on se dit, mais waouh, on a remonté une montagne à gravir. Mm. Quand cette première fille, elle fonctionne pas, la gynéco, elle dit quoi par rapport à ça? Elle dit que c'est pas grave, que encore une fois, c'est dans le processus de mise en place, que notre corps il est sollicité, enfin, oui, nos deux corps d'ailleurs sont pas mal sollicités, et que la deuxième fois sera la bonne. Et là, du coup, après cette première fille, ça fait combien de temps que vous êtes en essai? Waouh, ça fait 2 ans, Ouais, ok. je pense. Ok. 2 ans, ouais. Parce qu'en plus, les filles, si ça fonctionne pas, là, c'est pas le cycle d'après où on y retourne. C'est tellement, on nous gâte tellement d'hormones Mm. qu'il faut y aller. Et en plus, on est en termes de prise en charge, parce que parlons argent aussi, hein. En termes de prise en charge, on a le droit à 4 fois. Ok. À 4 coups. Et nous, on disait, 1 sur 4. Ok. Mm. Ouais, en plus, on rajoute la dimension financière sur tout Ouais. ça, quoi. Ouais, ok. Oui, parce que du coup, il y a un moment où on a évoqué la question de si 4 filles ne fonctionnent pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Et du coup, la gynéco dit, moi, je suis pas contre continuer, mais par contre, vous êtes plus pris en charge. Et dans ce cas-là, on parle de 5 000 euros, mais juste laisser après tous les examens, échographie et tout ça d'avant. Ça, elle dit, enfin, je n'ai même pas fait l'exercice de chiffrer, mais c'est, Mm. Ouais. enfin, je pense qu'on est, j'ai peur de dire des bêtises, mais probablement qu'on flirte peut-être bien les 8 000 euros. Mm. Mm. Faut pouvoir les sortir. Après, je me disais, mais et je me dis après, on va dire on n'a pas eu les moyens d'avoir un enfant, mais financier après. Ouais. Enfin, c'était, Ouais, c'est clair. Ah, bah c'est. Mais d'ailleurs, c'est ce que vivent les couples homosexuels aujourd'hui, les couples oui, hommes, qui, bah, en France, ne peuvent pas avoir accès à la PMA et qui vont faire ça à l'étranger. Et s'ils font, par exemple, avec
Enfin, la PMA, la GPA en l'occurrence. Et ça Oui. coûte 100 000 euros, quoi, 100 000 dollars. Ah oui. Ah oui, bah, sans rentrer dans les clichés, moi, mon coiffeur avec qui on en a discuté, je sais pas comment je me suis ouverte à mon coiffeur, mais c'était comme ça. Et ben, il a eu sa petite fille comme ça, et il a dépensé 80 000 dollars. Ouais. Mhm. Ouais. Et il dit, mais tout le monde n'a pas les moyens de faire ça. Bah non, non, c'est sûr. Et c'est d'ailleurs injuste que les couples hommes soient obligés d'aller dépenser ça, alors qu'en France, ils pourraient être pris en charge, puisque tous les couples hétérosexuels, par exemple, le sont. Ah, Enfin bon, complètement. parenthèse. Oui, oui, non, On revient sur ce que tu racontais. Donc vous avez cette première fille qui ne fonctionne pas. Du coup, vous vous relancez dans une deuxième fille. ouais, elle nous dit, du coup, la deuxième sera la bonne. Voilà, on se dit oui, allez, on est remonté à bloc, allez, la deuxième va fonctionner, on se laisse un peu de temps. C'est l'été, tout un été, et puis on s'est dit, on va souffler un peu quand même, puisque bon, les rendez-vous sur rendez-vous et tout ça. Donc on s'est laissé là, on s'est dit, bah, on va se refaire ça à la rentrée, ça va être un bon moment. Et bah, du coup, rebelote, reparcours. Alors, pour le coup, là, à force, je me piquais moi-même aussi. Hmm. Grande évolution. Hmm. Parce que j'avais une peur bleue, des aiguilles, et là, j'ai appris à me piquer toute seule, parce que, bah, en fait, c'est pas que mon conjoint était bloqué, mais il pouvait plus rien faire, parce que tous les soirs, il fallait me piquer, de 20h à 22h. Le pauvre, si vous voulez aller boire un verre avec des collègues, c'était Hmm. pas la peine. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, prends ton indépendance, Charlotte, et pique-moi toute seule. Et ça se faisait bien, en fait. Hein. Hmm. Pour quelqu'un qui a une peur bleue des aiguilles, ça se fait bien leur petit système là, de stylo là, dans le ventre, ça se fait bien. Hmm. Et puis bah du coup, on voit la partie ouais, bon, pareil, bah, tout se passe sans problème. Les œufs qui maturent bien, une ponction entre 10 et 15, mon conjoint qui fait ce qu'il a à faire, la rencontre qui se passe bien, ça se développe bien. Je me demande s'il n'y en avait pas au bout du coup 7-8 candidats. Allez, on prend le top du top, on réinsémine. Et puis la rebelote. Alors là, pour le coup, on avait demandé à ce que la biologiste ne m'appelle pas moi, mais appelle mon conjoint, puisque comme elle était pas, elle avait un peu oublié l'humain dans tout ça. Mon conjoint était plus armé pour l'entendre. Hmm. Donc encore une fois, pas de candidat pour la congélation. Donc on s'est dit, wow, non, si la deuxième ne fonctionne pas, il faudra encore recommencer. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon c'est bon, ils ont pris le top du top, ça va y aller. Et puis bah, repatatras, la deuxième fille, ça a fonctionné encore une fois, un peu pas une grosse semaine d'attente. Donc là ça, on dit, oulala, 2 sur 4 de chances que ça fonctionne. Donc ça y est, c'est épuisé. Là, faut discuter de stratégie avec la gynéco parce que c'est pas possible. Enfin, et donc on reparle avec la gynéco et là la gynéco nous dit écoutez, vous étiez pour l'instant en parcours avec le CHU, qui sont très bien, une bonne équipe, mais est-ce que c'est pas le moment en fait d'essayer un autre centre de PMA pour qu'il y ait une équipe complètement neuve, qui a un regard complètement neuf sur votre situation. Et pour le coup, moi, ça me parle vachement. Enfin, dans mon métier, je fais tout le temps ça. Quand je commence à avoir la tête dans le guidon et pas trouver la solution, et j'appelle au secours au niveau de mon équipe et il y a quelqu'un d'autre qui me dit hey, est-ce que t'as pas pensé à ça? Hmm. Et ça fonctionne tout le monde. Donc, je me suis dit ah ouais, elle avait vraiment raison. Il faut qu'on paye un autre centre PMA et l'autre centre PMA qu'elle me propose, c'est à Nantes, à 1 heure de route. Donc là, c'est, ça va être le même processus, mais en plus avec 1 heure de route dans les pattes pour chaque rendez-vous. Hmm. 1 heure aller, 1 heure retour. Hmm. Voilà, tout à fait. Ouais. Ouais. Donc là, c'est quand même encore assez lourd. Surtout que qui dit nouvelle équipe dit rebatterie d'examen de à zéro. Ah, ils reprennent On pas les examens passés. Non, on refait tout. On refait tout. Alors après, eux, ils étaient un peu mieux organisés que le CHU, c'est vrai, enfin, faut dire qui est. Hein. Et du coup, ils arrivaient sur une journée à nous rassembler tous les examens possibles. Ok. Donc, en gros, on prenait une journée
de congé et on arrivait à faire à peu près toute la batterie de l'examen. Ok. Sachant que moi, quand même, j'avais des examens qui se faisaient à des jours particuliers dans le cycle. Donc, bah, moi, de toute façon, j'étais amenée à me frapper les allers-retours. Hmm. Et bah, il y a eu même des fois où on a même dormi sur Nantes parce qu'on s'est dit bah, que plutôt que de faire l'aller-retour, de se stresser dans les embouteillages du matin et du soir, bah, en fait, on allait dormir sur place. Hmm. C'est que c'est pareil, en termes de coûts, Ouais. tu comptes pas, mais Et eux, quand ils font les examens, ils trouvent les mêmes résultats que le CHU? ouais, ils trouvent pareil, ils disent bah, que c'est une infertilité idiopathique, Hmm. comme qu'il n'y a pas de, qu'il y a pas de cause apparente, mais par contre que eux, ils n'ont pas envie de foncer tête baissée dans une insémination. Enfin, en tout cas, s'il y a fonction de ovules, on n'insémine pas forcément tout de suite. Eux, ils font de la politique d'attendre plus longtemps. Parce que le CHU, il est à J+3, et eux, ils veulent aller attendre jusqu'à J+5 pour être sûr qu'il y a vraiment euh, bah, fabrication de cellules, enfin, vraiment dédoublement au sein de l'œuf. Et en plus, eux, ils avaient, bah, en gros, ils avaient un peu d'avance sur le CHU quand même. En gros, ils avaient ce qu'ils appelaient leur petite étude, là, je sais plus comment ça s'appelle exactement, embryo, enfin bref, une petite étude qui met en condition les futurs embryons. Et ben en fait, ils faisaient du time lapse, c'est ce qu'ils appelaient, et en fait, ça prend des photos sans, sans qu'il y ait une opération extérieure de l'homme. Hmm. Enfin, ils ne sont pas perturbés, ils restent dans le milieu. Eux, ça prend des photos et on voit s'il y a des évolutions. Le CHU, ils les sortaient de leur petit nid, enfin, de leurs petites Ah, conditions, ils comptaient les cellules et ils les remettaient dans ouais, les... oui, donc c'est le processus, quoi. Ouais, ok. Donc vraiment, en termes d'équipement, ils étaient, ouais, ils avaient 10 ans d'avance sur le CHU. Hmm. Donc déjà, ça rassure. Après, on a rencontré tous les acteurs un par un dans la même journée qui allaient intervenir dans notre processus, que ce soit de la gynécologue, parce que j'avais dit une nouvelle gynécologue qui allait me suivre, mais qui connaissait bien ma gynécologue d'anglais, donc ça c'est pas mal. Les anesthésistes, enfin le biologiste, enfin, on a rencontré tout le monde dans la journée. Et du coup, on les a sentis déjà, on a senti l'équipe derrière, derrière leur discours et ils font rien sans les autres, enfin, sans les autres, sans des réunions, des choses comme ça. Donc ça, c'était chouette. Et puis les mecs ont senti qu'ils savaient où ils allaient, quoi. Hmm. Ouais, donc vous, déjà, vous étiez plus en confiance aussi. Non. Ah, complètement. 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 Du coup, la gynéco, la gynéco de Nantes me dit, ah, par contre, il y a un examen que j'aimerais bien vous faire faire, qu'on n'a jamais été voir, enfin, on n'a jamais été vérifié si vous avez une endométriose parce que craignez de douleur pendant vos règles et tout ça, ce serait peut-être un examen intéressant à faire. Pas bête, c'est vrai. Et du coup, elle me dit, bah, on attend le prochain cycle pour faire cet examen-là, parce que ça doit se faire dans les premiers jours, faire une échographie dans les premiers jours du cycle. Donc, ok, on prend rendez-vous et tout ça. Et puis, bah, du coup, arrivent les premiers jours du cycle, pas de règles. Je dis, bon, bah, c'est pas grave, ça va arriver, elles prennent leur temps. 2, 3 jours, toujours pas de règles. Mince, je vais peut-être faire un petit test de grossesse quand même, au cas où. Et c'est là que je fais un test de grossesse et que je m'aperçois que je suis enceinte et que ça s'est passé tout naturellement. Waouh, ça me donne des frissons. Ah ouais, bah, franchement, ça me fait encore plus drôle de le dire toujours. Et du coup, je les appelle pour leur dire, bah, en fait, je vais pas venir parce que bah, je suis enceinte. Donc voilà, trop bien. Ouais, mais c'est trop chouette, mais du coup, t'as du mal un peu à réaliser quand même. Hmm. Ah, est-ce que j'ai le droit d'être heureuse, j'ai le droit d'être contente de ce qui nous arrive? Hmm. Ou alors, est-ce qu'il faut pas encore rester prudent? Ouais. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Et finalement, avec le recul, je me dis, on n'aurait même pas dû être aussi prudent parce que, à la limite, nos proches, ils savaient ce qu'on vivait.
et que c'était pas grave s'ils savaient que du coup que j'étais enceinte et que si ça se prolongeait pas, enfin si ça continuait pas, enfin on s'est un peu freiné dans notre bonheur, dans notre Hmm. ouais, dans nos bonnes nouvelles. Bon après c'est fait, c'est comme ça. Et puis après bah au bout de 3 mois quand c'était bon, on a pu dire à tout la terre entière, Hmm. mais on avait peur que bah ça s'arrête quoi. Mais bon, c'est cool, c'est arrivé naturellement, comme quoi il y a rien qui clochait chez nous, mais peut-être l'histoire de lâcher prise, à partir du moment où on s'est dit on est entre de bonnes mains et en fait on peut lâcher prise, l'équipe scientifique elle est là et ça va se faire. C'est pas ça se fait tout seul en fait, on n'a même pas besoin de. Oui, ça, et puis bah, mine de rien, vous avez fait tous votre chemin thérapeutique Ouais, qui clairement est un gros boulot aussi. Et ouais. voilà, quoi. Comment est-ce que tu dis que du coup votre entourage était au courant? Donc, Vous aviez décidé dès le début de votre parcours PMA d'en parler à vos proches ou c'est venu, enfin comment le fait d'en parler justement c'est venu et comment ça a été accueilli? Qu'est-ce que ça vous a apporté vous aussi de pouvoir en parler? Ou pas d'ailleurs, hein. Enfin, et ben pas toujours du hmm. positif quand même, parce que mais peut-être à tort parce qu'on n'a peut-être pas raconté à quel point c'était lourd la procédure, à quel point ça nous mangeait notre quotidien et notre intimité et tout ça. Et du coup, on a pu avoir des petites boutades qui sont pas malveillantes, mais du style, bah, faut vous montrer comment faut faire, ou du genre comme ce genre. Mais du coup de gens qui savaient Pas pas tout, que vous étiez dans des parcours PMA forcément? qui savait quand même, hein. Ok. C'est pas un peu maladroit, sur le ton de la blague pour essayer de dédramatiser la situation. Peut-être après des gens, des personnes de notre entourage à qui on en a parlé, mais qui, en fait, je trouvais que dans notre entourage, à partir du moment où on en a parlé, c'est bien que ça vienne de nous quand même si on a commencé à en parler je sais pas, à telle ou telle personne, et ben c'est bien que ça vienne de nous-mêmes pour expliquer la suite. Et moi, j'ai pas toujours très bien vécu des fois qu'on me sollicite sur la question quand j'avais pas décidé d'en parler. Et bon, mais encore une fois, je sais que c'est à chaque fois pas, il n'y a pas de malveillance dans tout ça, mais Non, mais c'est comme plein de sujets qui sont très intimes. C'est pas parce que tu en as parlé une fois que tu es prête à en parler tout le temps. ouais, Ouais. exactement. Je trouve qu'il faut laisser les gens en parler. Mais bizarrement, la plus la personne qui aurait dû être la plus à même de m'en parler, et qui aurait pu se sentir la plus légitime de m'en parler, c'est ma mère. Et c'est la personne la plus mal à l'aise pour aborder le sujet, qui n'osait pas à chaque fois. Et quand je commençais à lui en parler, elle me dit ça me soulage que tu m'en parles. Elle n'osait pas, alors que c'était elle qui aurait pu. Enfin, pour le coup, là, j'aurais pas mal pris qu'elle aborde le sujet et tout ça. Enfin bref. Mais lui, et puis parfois, bah, du coup, c'était trop bien d'avoir des oreilles attentives. Hmm. Ouais, pour décharger un peu l'histoire, parce qu'effectivement, je pense qu'on se rend pas. En fait, ça commence à être tellement fréquent d'avoir dans son entourage des couples qui sont en parcours PMA, parce que ça touche de plus en plus de couples, qu'on se rend pas compte que c'est pas juste une procédure de routine, quoi. Enfin, c'est pas simple, comme tu l'as très bien dit, ça te bouffe ton quotidien, tes pensées, et Mm. Et puis ton intime, enfin, moi je trouve que l'intime, là, il y a enfin, des personnes qui rentrent dans ton intimité. Puis, ouais, c'est terrible. Enfin, ça c'est je pense, le plus dur à vivre. ça ne nous viendrait jamais à l'esprit de poser des questions à un couple qui essaie d'avoir un enfant en parcours classique de ça se passe comment dans votre lit et machin, et quelle position et tout. Et du coup, pourtant, on le fait. Enfin, tu vois, ça peut être fait sur un parcours PMA. Et en fait, c'est ça que tu dis, je trouve, avec l'intime, c'est pas parce que c'est médicalisé, etc., que, bah ouais, c'est plus de l'intime. Au contraire, ça reste encore plus. Parce que c'est hyper intrusif, que c'est des procédures hyper intrusives et que ça nécessiterait un peu plus de douceur sur ces sujets-là. Oui, Ouais. Quel impact ça a eu sur votre couple? bizarre. Enfin, pas bizarre, non, mais en tout cas, je pense que ça nous a rapprochés. Enfin, ça a consolidé notre couple.
euh, ouais, je l'explique pas, mais en fait, on s'est vu, on s'est vu plus fort à deux, et puis on a, je pense, appris aussi à se faire confiance, sans le lâcher prise, ça tu vois, un Mm. cadeau. En tout cas, moi, je sais que je suis une personne qui ne sait pas lâcher prise, que j'apprends toujours à le faire. Mais du coup, j'ai appris à lâcher prise complètement avec mon conjoint. Je peux avoir une confiance aveugle. Enfin, j'ai appris à le faire. Mm. Enfin, et c'est chouette. Mm. La thérapie qu'on a fait, mais en vrai, tout ce qu'on a réglé pour nous, c'est des choses que nos enfants vont pas régler, quoi. Enfin, c'est trop chouette. Clair, c'est clair. C'est un énorme cadeau qu'on fait pour nos enfants de faire de la thérapie, hein. Ça, c'est Ben le oui. plus tôt, le mieux. Il y a plein de gens qui me disent, oui, vous avez besoin de quelqu'un d'extérieur pour parler. Enfin, t'as suffisamment de ton entourage, tes amis. C'est pas Ouais. pareil. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes sujets, c'est pas la même lecture, c'est ouais, ouais, c'est clair. Et tu sais, Ah moi oui. j'entends aussi beaucoup, non mais j'ai pas de problème, j'ai pas besoin d'avoir un psy. Non mais on a tous des problèmes, c'est pas Oui. grave, hein. Bon et alors, votre fille est arrivée. Comment ça s'est passé ces premiers mois en tant que parent? Alors là, les gens ils vont se dire, mais c'est pas possible, elle est jamais heureuse, jamais contente. Mais en fait, on, moi, enfin, du coup, comme ça a pris plus de 3 ans et demi, on a le temps d'idéaliser notre futur rôle de parent, Bien sûr. et alors, comme moi j'étais dans le parcours PMA, alors j'avoue, pour le coup, m'être un peu fermée à tout ce qui se passait en termes de naissance dans mon entourage. Alors ça, pareil, je regrette avec le recul parce que j'ai des amis qui ont eu des parcours de grossesse pas rigolotes du tout, et je me suis un peu fermée parce que ça m'arrivait pas à moi, et je trouvais ça tellement injuste que je me suis un peu fermée à ça. Tu t'es protégée. Ouais, je me suis protégée. Alors après, bah, du coup, j'ai un peu loupé, bah, typiquement les premières années de vie d'une amie, enfin, de la fille d'une amie. Voilà. Bon, j'essaye de me rattraper au max maintenant. Et du coup, bah, j'ai eu le temps de d'idéaliser. Et du coup, je me suis fermée donc aux grossesses et aux naissances. Et puis, je me suis fermée aussi à ce que les gens disaient de ce que pouvaient être les premiers jours avec un nouveau-né. Moi, naïvement, je me suis dit que j'allais avoir un deuxième gros chat à nourrir. Hmm. Mais en fait, c'est plus qu'un gros chat. Ça miaule quand même pas mal. Non, mais en fait, oui, du coup, j'ai une petite fille qui était beaucoup, beaucoup, beaucoup en demande des bras. C'était trop chouette, mais à la fois, d'un seul coup, j'ai eu un psychiatre qui me demandait H24. Et en fait, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est ça le rôle, enfin, ça fait partie du rôle de maman. Et en même temps, je me dis, ah, mais comment je vais faire pour trouver un équilibre avec ma vie de femme. Hmm. Et j'ai pas eu le temps de me projeter, en fait. On va dire, ça, avec 3 ans et demi pour se projeter. Et ben, en fait, j'ai pas pris le temps de me Bah non, mais en même projeter. temps, t'avais tellement de choses à penser avant. Bah Enfin, oui, en fait, je pense que mon conjoint dirait la même chose. On s'est pas posé pour se dire qu'est-ce qui va nous arriver sur le coin du bec. Parce qu'en fait, notre quotidien était rythmé par des examens. Après, on s'est dit, bah, on va pas crier trop de victoire. Donc, pendant 3 mois, on n'a rien dit et puis on a fait comme si de rien n'était. Après, on s'est dit, oh là là, il faut qu'on trouve une nounou, il faut qu'on trouve des accessoires de purifiture, de tout ça. Et en fait, on s'est même pas, genre un peu assis et, oulala, qu'est-ce qui va nous arriver? Et en plus, elle a eu de l'avance. Elle est arrivée plus tôt que prévu. Et du coup, j'ai eu l'impression de pas être posée pour me dire, pour me préparer. Et résultat, elle est arrivée comme un ouragan dans notre vie. Et bah, elle a balayé toutes nos certitudes, tout ce qu'on s'imaginait. Voilà, que c'est pas un simple coupon, que c'est un petit humain et qui a plein d'émotions mais dès le début, hmm. pas que dormir au final, qui a besoin vachement de la tendresse, de la maman, du papa. Enfin voilà, et ouais, on était peut-être pas très prêts à ça. Hmm. Mais en vrai, je pense qu'on n'est jamais prêt, hein. Enfin, Ouais, je suis pas sûre. on n'est jamais prêt. Tu peux être plus informé, tu peux avoir lu plein de trucs, mais tu sais pas quel bébé t'auras. Oui, Et puis quel impact ça aura sur toi, parce que
tu vois, je trouve que ce qui est chouette, c'est qu'en plus, vous avez fait beaucoup de, comme tu le disais avant, beaucoup de thérapie. Du coup, vous aviez déjà, entre guillemets, réglé des choses, Mm. ce qui facilite, n'empêche, hein, l'arrivée d'un enfant. Oui, Mais malgré tout ça, ben, ouais, je trouve que les enfants, c'est vraiment un beau révélateur de tout ce que t'avais foutu sous le tapis, là. L'enfant, il arrive, il soulève le tapis et il dit, tiens, voilà ta merde, regarde oui. ça. Et ça peut être hyper violent. Ouais, j'entends bien. Ah bah, quand on m'a demandé la première fois comment je qualifierais la maternité, désolée, mais le premier mot qui m'est venu, c'est violent. Mais J'ai ouais, trouvé j'entends ça bien. violent. Mm. Parce que, en plus, on se retrouve du jour au lendemain, parce que 3, 4 jours, enfin, moi, j'ai eu la chance de rester que 3, 4 jours à la clinique. Quand je suis rentrée à la maison, on m'a laissé avec un petit bébé. Je sais pas faire, en fait. On ne sait pas faire. Et on nous laisse comme ça, bah, tu vas y arriver, t'inquiète pas, et on y arrive tous. Ah! L'angoisse. Ce que j'imaginais et la réalité, ça a été assez particulier quand même. Mm. Et même si des amis nous ont dit en toute bienveillance, on a eu la version cool de bébé, quand même, et ça peut être parfois, il y a parfois des phases assez difficiles. Bah oui, bah, comme tu disais, c'est un être humain, hein, donc ça a des hauts et des bas. Et puis tu sais, je trouve que cette notion de bébé facile, difficile, alors c'est vrai, j'entends qu'il y a des bébés qui sont plus difficiles que d'autres pour X raisons, mais je trouve que ça dépend aussi beaucoup du contexte dans lequel t'es, et de comment toi t'es, et de, comme tu disais, comment tu te prends ce chamboulement, comment tu vis ton corps après la maternité, parce que ça aussi c'est un sujet. Je pense que d'autant plus quand tu sors de plusieurs années de PMA et du coup d'injection d'hormones et tout. Enfin, c'est aussi tout un chemin de retrouver son corps après tout ça, quoi. Ah bah, je pense qu'à ma fille a 10 mois, je me suis toujours pas réapproprié mon corps parce qu'on me l'a pris pendant 3 ans et demi. Ouais. Enfin, plus de 3 ans et demi. Parce que, enfin, j'ai un peu été oui, l'objet d'injection on a désacralisé mon intime et du coup, il faut tout se réapproprier et ça prend plus de temps. Ouais, quand on sort d'un parcours PMA, ça prend plus de temps de se le réapproprier. Mais ça va arriver, ça va venir, hein. Mais c'est un truc en plus, en fait. Je trouve que c'est ce qui rend aussi la maternité violente, c'est que quand on devient mère, il n'y a pas juste à s'occuper de son enfant, en fait. Il faut aussi s'occuper de nous, de notre couple, on doit retourner bosser, enfin, il y a tout le... C'est juste un truc en Mm. plus, quoi. Ouais. Comment tu te sens aujourd'hui dans ton rôle de mère? Je me sens de plus en plus sereine. Ça a pris du temps. Je sais pas comment expliquer. Bon, déjà, ce que j'imaginais avec la réalité, ça a été un choc. C'est long aussi d'asseoir son rôle de mère dans son entourage. Je sais pas comment expliquer ça, parce que forcément, moi, à 38 ans, moi j'ai 38 ans, du coup, de mon entourage, ils ont déjà eu tous des enfants. Du coup, pareil, de façon maladroite, mais toujours bienveillante, ils ont des solutions avant toi, ils savent mieux que toi. Ça, c'est dur. Mm. Ça, c'est très dur parce qu'en fait, Mm. probablement qu'ils ont plein de bons conseils et tout ça. Par contre, si on les sollicite pas, ça sert à rien de les donner. Encore une fois. C'est vrai. Et puis en fait, ok, il y a des bons conseils pour leur vécu, mais c'est ma fille, ça reste ma fille et je la connais quand même mieux que les autres. Enfin, on la connaît mieux que les autres. Ça c'est long aussi, c'est dur. Du coup, et puis aussi de se dire, bah, et d'avoir, de se sentir suffisamment légitime en tant que maman pour dire, stop, ma décision c'est celle-ci, quoi. C'est hyper dur. C'est hyper dur. Ouais. Mais ça prend du temps. Et puis, bah, le gap entre, moi je sais que l'équilibre est toujours pas là, mais elle va l'être. Le gap entre le vécu de ma mère et mon vécu à moi, parce que moi je suis issue d'une fratrie de 3 enfants, je suis l'aînée. Ma mère m'a eu à 20 ans, j'ai eu ma fille à 38 ans, pas du tout le même délire, pas du tout la même façon de voir les choses. Je pense que mes parents à l'époque, et ma mère avait 20 ans, mon père 24, ils étaient complètement pour le coup, le lâcher prise, ils n'avaient même pas besoin de bosser dessus. Je pense qu'il y a 20 ans, t'as pas du tout d'arrêt qui parasite l'esprit. En fait, tu prends les choses comme elles viennent, et en plus, ils sont un peu babacool quand même, ça aide dans tout ça. Et puis après, bah,
la génération de mes parents, c'était un peu les enfants s'adaptaient un peu au rythme de vie des parents. Alors que maintenant, peut-être à tort ou à raison, je sais pas, en tout cas c'est une autre manière de voir les choses. On est un peu plus présent pour nos enfants, enfin présent, je sais pas si c'est peut-être un peu maladroit de ma part de dire comme ça, mais et du coup je sais que je rentre des fois un peu pas en conflit avec ma mère, mais ma mère comprend pas que je puisse être à ce point à l'écoute de ma fille. Mais je pense que c'est pareil en toute bienveillance parce elle a peur que je m'oublie. Bien Parce sûr. qu'elle a vu mon parcours et elle s'est dit, purée, elle va finir par s'oublier, ils vont finir par s'oublier tous les deux. Finalement, on arrive à avoir une petite fille et puis, et ben, elle est tellement en demande qu'ils vont finir encore par s'oublier. Enfin, je pense que c'est que de l'appréhension et de la peur. Voilà. Mais bon, c'est encore un équilibre à Ouais. trouver, Ouais, mais c'est difficile parce qu'en plus, je trouve qu'il y a beaucoup ce truc de dire on a envie d'être là pour nos enfants parce que bah, c'est nos enfants et qu'ils ont besoin de nous. D'un côté, et si on le fait trop, en général, on entend prends du temps pour toi. Et puis quand tu prends du temps pour toi, tu vas entendre de côté elle pourrait être un peu plus avec ses enfants. Enfin, tu vois, c'est un peu effectivement cet équilibre à trouver. Et moi, je me dis toujours, de toute façon, peu importe ce qu'on fait, quand nos enfants à 25 ans commenceront leur thérapie, bah, il y aura des problèmes, tu vois. C'est pas grave. On fait comme on oui, peut, on peut quoi. comme on peut. Ouais. On fait comme on peut, et Bon, voilà. ça, on se le répète, je pense qu'on se le répète je sais pas, tous les 3 jours. J'ai une dernière question pour toi. Quand est-ce que tu as été fière de toi pour la dernière fois et pourquoi? Et pas lié à ton rôle de mère, si possible. Eh ben, j'ai pas trop. Oh, il y a plein de choses, je suis sûre. Tu m'as proposé de faire cet épisode. Tu m'as dit plusieurs fois que tu avais vraiment peur. On a pris rendez-vous longtemps à l'avance. La semaine dernière, je t'ai relancé et tu m'as redit oui, je veux bien le faire, mais j'ai peur. Donc je Oui, pense que tu peux ouais, être fière de toi d'avoir déposé ton histoire au micro et moi je suis très touchée en tout cas que tu l'aies partagée. oui, c'est chouette. Oui, c'est vrai. Voilà, après je n'ai pas tous les détails de ta vie du quotidien, mais je suis sûre qu'il y a plein de choses pour lesquelles tu peux être fière de toi. Bah, je sais que c'est pas un exercice facile de venir parler de... Et encore une fois, tu vois, on a beaucoup parlé, t'as beaucoup parlé de l'intimité et de l'intrusion dans l'intimité quand on est en PMA. Là, t'as partagé beaucoup de ton intimité aussi et de notre intimité. Et je pense que ça va éclairer pas mal de gens, soit ceux qui le vivent, soit ceux qui l'ont pas vécu, mais qui dans l'entourage ont des personnes qui le vivent. Bah, justement, à être un peu plus indulgent et un peu plus doux avec ces personnes-là parce que ça reste de l'intime et qu'il y a déjà bien trop de gens qui mettent leur nez Ouais, dans l'intime. Merci d'avoir fait. Merci d'avoir partagé ben, ça. merci à toi. À très vite. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre 5 étoiles et à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour lui donner de la visibilité et permettre à d'autres femmes d'écouter ces histoires. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires ordinaires de femmes extra.